Je suis ravi de vous accueillir donc, sur cette introduction de la thématique Turnaround and Restructuring. Est-ce qu'on a des gens qui sont English only? C'est bon? On peut parler en français? Parfait. L'objectif, donc, c'est effectivement de faire un point sur le marché du restructuring, sa contraction sur les 12-18 derniers mois, les raisons, mais aussi sur ses perspectives, de comprendre avec les speakers et les intervenantes et intervenants qui ont la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui, de comprendre ce qui va se passer. Donc, voilà. Évidemment, tout au long de la conférence, n'hésitez pas à nous poser des questions. L'objectif, c'est aussi effectivement d'échanger ensemble. Alors, tout d'abord, Fabienne, merci d'être avec nous. Vous êtes associée au sein du cabinet Jones Day. Vous êtes en charge de la practice restructuring. Merci d'être avec nous ce matin. Théophile, vous êtes administrateur judiciaire au sein de FHB. Voilà, vous êtes en charge notamment également de la fiducie, je crois. Bonjour à tous. Bonjour Amélie, vous avez fondé Aldébaran. Bonjour. Bonjour. Aldébaran, fonds d'investissement, Special Seats, avec une ambition forte, puisque je crois que vous êtes en centaines de millions d'euros d'ambition de levée. Vous en avez déjà levé une bonne partie. On reviendra sur comment est-ce que vous accompagnez les entreprises et le positionnement d'Aldébaran dans ce paysage de plus en plus compétitif du retournement. Pour ma part, je suis Mathieu Meffre, directeur général adjoint du groupe Leaders League, et vous avez peut-être eu l'occasion de venir à d'autres événements dans le restructuring, parce que nous en faisons plusieurs par an. Il y en a un en mois de mai où je vous encourage à venir également, le sommaire restructuration et transformation, dont vous avez peut-être entendu parler. Premier point qu'on a évoqué pendant la préparation de ce panel, le retournement, le monde du retournement, les opportunités du retournement, une terre promise, d'accord, mais quand ? Parce que là, en ce moment, effectivement, on voit bien que les PGE, toute la situation au niveau des state heads a bien aidé les entreprises. Donc le marché s'est peut-être un petit peu tari de ce côté-là. Finalement, petite question à tous les trois, est-ce que le monde du retournement, est-ce que les acteurs du retournement pourront encore patienter 12-18 mois de plus, et comment est-ce qu'ils vont s'organiser pour ce faire? C'est allumé normalement. Oui, bonjour. Est-ce qu'ils peuvent attendre 12-18 mois de plus Ils n'attendent peut-être pas du tout d'ailleurs, voilà, peut-être qu'ils sont déjà très occupés. Déjà, ils sont aux aguets, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de liquidités à déployer qui n'ont forcément pas été déployées, puisque dans le cadre des mesures Covid, on voit qu'on était dans des plans d'urgence où effectivement les mesures gouvernementales, qu'elles soient la mise en place des PGE ou les moratoires qui ont été octroyés, fiscaux et sociaux, etc., étaient là effectivement pour un peu faire le besoin de trésorerie le temps qu'on soit dans la phase dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui est censée être la phase de sortie de crise et qui elle-même a été accompagnée par les mesures gouvernementales qui se sont donc transformées en des mesures d'accompagnement, de sortie de crise. On peut citer un certain nombre de ces mesures qui sont notamment la procédure collective de sortie de crise pour les plus petites sociétés, qui permettent effectivement à des sociétés qui ont été impactées uniquement par les effets Covid de sortir très rapidement avec un redressement judiciaire express et un apurement de leur dette rapide. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans le post-crise, on est dans le traitement de la crise, sous réserve effectivement des annonces qui pourraient être faites très prochainement avec la sortie du Covid. Après, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte quand même qu'il y a des secteurs qui sont durablement touchés et dont on se rend compte que la sortie de crise va être beaucoup plus longue, notamment, je pense au secteur dans les gros dossiers qu'on a en ce moment, qui sont les secteurs liés au tourisme, le secteur lié à l'aérien, dont ils n'espèrent pas avoir des niveaux de trafic qu'ils avaient pré-Covid. Ils ne les escomptent pas avant 2024-2025, donc il y a une absence totale de visibilité, tout ce qui est résidence, vacances et autres. Et puis, après, on a, et c'est là où Amélie va certainement intervenir aussi, des secteurs dans lesquels on va avoir besoin de déployer quand même des solutions à travers des
des solutions telles que Amélie peut proposer et qui sont aujourd'hui liées notamment, je pense, à la sous-traitance automobile ou à la crise globale de la supply chain. On a aussi la volatilité des matières premières et de l'énergie et autres qui vont forcément nous mettre face à des situations de restructuration, même si on n'attend pas une vague de restructuring tout de suite. Théophile, même son de cloche. Côté administrateur judiciaire, le job est là, mais quelle sorte de job finalement? Parce que des dépôts, enfin des faillites, il y en a moins. Mais alors du coup, qu'est-ce qui vous occupe? Sur quel genre de dossier, quelle typologie? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui côté AGI? Merci beaucoup. Alors, effectivement, je vous confirme qu'on n'est pas en train de se tourner les pouces et que le constat, il est clair, c'est que depuis plusieurs mois, voire depuis le début d'année, effectivement, il y a de moins de gros judiciaires, de grosses procédures collectives. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais il y a aussi des nouveaux sujets qu'on n'avait pas avant le Covid. Je pense notamment, c'est une grosse partie du job, en tout cas, qu'on voit, à toutes les négociations avec les bailleurs, les foncières, mais même les bailleurs individuels, où pendant quelques mois, il y avait une forme d'attente d'ailleurs sur les nouveaux dispositifs de subvention de loyer. Donc c'était un peu en stand-by là-dessus, mais il y avait quand même des négociations à mener. Et là, on sent que ça s'accélère. Donc ça, c'est un gros volet qui est un peu nouveau, hein, côté administrateur judiciaire. Franchement, dans les procédures amiables négociées avec les bailleurs, c'était clairement pas market practice jusqu'avant le Covid. Et là, c'est une grosse partie du job. Et donc, avec des nouveaux sujets, des nouvelles solutions, des nouveaux outils, comprendre la valeur locative. Donc ça, c'est une vraie expertise, je pense, qui a été assez nouvelle et sur lequel nous, on a travaillé beaucoup. Deuxième volet que je perçois, c'est en tout cas sur les plus petits dossiers, on voit déjà les renégociations de PGE qui commencent à aboutir plutôt sur des boîtes qui anticipent en mode bonne gestion. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de messages des pouvoirs publics sur anticiper les renégociations. Il y a eu cet arrêté de juillet qui est venu confirmer le fait que le PGE pouvait être reporté sur une durée plus de 6 ans, supérieure à 6 ans, et que le créancier bancaire ne perdait pas sa garantie de l'État si jamais cette restructuration se faisait dans le cadre d'une procédure amiable. Depuis quelques mois, on sent que le message est passé et que en tout cas des plus petites boîtes, des PME, TPE, veulent anticiper la restructuration du PGE à travers des procédures amiables. Ça, je le perçois. Et de ce côté-là, on n'a pas de problème avec Bruxelles? Alors justement, l'arrêté du 3 juillet est venu confirmer le fait que c'était conforme au dispositif des aides d'État, sous réserve que cet allongement du PGE intervienne dans le cadre d'une procédure de conciliation à travers un accord constaté ou homologué ou dans le cadre d'une procédure collective. Donc ça a été confirmé et ça permet en tout cas d'avoir des discussions qui sont engagées pour restructurer ce PGE, le rééchelonner surtout, pour des durées très longues. Et ça, je pense que c'est vraiment une bonne mesure parce que c'est des boîtes qui, en tout cas de ce que je vois, qui anticipent et qui veulent préserver le cash pour préserver la capacité d'investissement. Et on voit qu'il y a des secteurs où on va en avoir vraiment besoin, on va en reparler je crois. Donc je sens cette tendance de renégociation bancaire, renégociation bailleur, avec également aussi le passif public, parce que c'est un des gros facteurs qui fait qu'il y a moins de procédures collectives, c'est que le créancier public fait peu ou pas de mesures de recouvrement en fait. Et ça, c'est dans les plus petits dossiers aussi, c'est ce qui incite beaucoup au judiciaire. Et aujourd'hui, on a le créancier public qui est un peu en stand-by, mais le fait est que le passif public, il n'est pas abandonné, et donc il faut le traiter. Donc ces sujets, ça commence à arriver. Depuis septembre, je le perçois, mais il est clair qu'il dépend de la volonté d'anticipation, parce que le remboursement du PGE, il intervient courant 2022, quoi. Donc il faut que le management anticipe ça, se pose les chiffres, les flux de trésorerie disponibles, combien il va pouvoir rembourser sur la dette bancaire. Et donc, il y a tous ces dirigeants qui ont fait ce travail d'anticipation, on voit qu'ils commencent à arriver, mais on est clairement sur un balbutiement encore. Merci Théophile. Amélie, du coup, vous êtes dans une période et d'invest et en même temps de fundraising. On reviendra tout à l'heure, comme vous le savez, sur les sources d'opportunités, donc anti-teasing, famille, carve-out et autres sujets, mais peut-être sur la partie effectivement overall, vue de marché, appétit des LPs, voilà, comment vous, de votre côté, vous voyez cette situation actuelle? Oui, alors, comme mes petits camarades, nous, on est très, très occupés depuis 2 ans. On n'a pas du tout eu l'occasion de se tourner les pouces, effectivement. On a été très occupés, effectivement, sur la levée de fonds.
Alors c'est assez intéressant puisque vu des LPs, le marché des situations spéciales, situations complexes, redevient un segment de marché qui est plus attractif et qui intéresse en fait post-Covid, là où c'était pas forcément le segment de marché qui intéressait le plus avant le Covid. Donc, Ce qui vous a permis de lever combien à date ? ce qui nous a permis, donc l'objectif de levée du fonds, c'est 300 millions d'euros et on est déjà à plus de la moitié, largement plus de la moitié. Ce qui vous est un des plus grands acteurs jamais vus en France. Tout à fait. Voilà, donc on est très très fiers de ça, très contents de ça. C'est une très belle réussite, mais effectivement, donc post-Covid, on sent bien qu'il y a un appétit des LPs de s'exposer en fait à cette capacité à aller sur ce qui est anticipé comme des situations de rebond, sur des situations de création de valeur qui vont provenir des entreprises qui souffrent aujourd'hui. On est également très occupé sur la partie traitement des dossiers. Alors nous, on ne fait pas de retournement pur et dur, on va dire, en tant que tel. Donc nous, on est vraiment spécialisé sur les situations complexes, situations spéciales. Et je confirme qu'on a beaucoup de deal flow en ce moment, donc beaucoup de dossiers. Et c'est des entreprises qui, effectivement, réfléchissent aujourd'hui à comment anticiper, comment se repositionner, comment se redéployer, comment pivoter, en fait, pour pouvoir éviter de passer ensuite par la case retournement, je pense. Et ça, Fabien en parlait tout à l'heure, sur les secteurs. On voit aussi qu'il y a certains secteurs qui sont très prépondérants dans le deal flow. On peut mentionner tous les secteurs industriels, donc où il y a du CAPEX, tous les secteurs effectivement liés au tourisme, le retail, le consumer, les services industriels, tout ce qui est également lié à l'automobile. Voilà, donc tous les secteurs qui, on va dire, sont un petit peu moins sexy pour les fonds classiques et qui, du coup, faut bien trouver des solutions pour ces boîtes-là. Vous investissez, d'ailleurs, on n'a pas parlé de votre stratégie d'investissement, vous investissez des tickets de combien et dans quel secteur ? Exactement. Donc nous, ce fonds de 300 millions d'euros, on investit sur des situations majoritaires, sur des tickets en equity entre 15 et 60 millions d'euros. Et on est en capacité de pouvoir investir dans tous les secteurs. Ce qui va nous intéresser, en fait, c'est les différentes situations d'investissement. Et on fait 3 types de situations d'investissement. Du carve-out complexe, du business familial complexe et de la société en sous-performance qui est en situation de rebond. Des tickets à 60 millions sur des EBITDA négatifs, ça va faire déjà des beaux machins ? Alors, on ne fait pas d'EBITDA négatifs, puisqu'on ne fait pas de retournement. Alors des EBITDA proches de zéro, même si on est à un multiple élevé, ça fait quand même déjà des tailles de boîte en termes de CA, de people. Ça peut être énorme. Oui, tu as raison, Mathieu. Ça fait effectivement des boîtes qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est des entreprises jusqu'à 3000 personnes. Donc ça fait déjà effectivement de très très beaux objets. Et ça fait une dizaine, une quinzaine de dossiers par an ? Ça fait l'objectif par an ? À regarder. Ben non, vous ne faites pas de faillite, donc il y en a beaucoup plus qui sont sur le marché, mais non, il n'y en a quand même pas énormément non plus. Il va falloir être... Écoute, le deal flow, on l'estime aujourd'hui, on va dire entre 100 et 150 dossiers par an. Donc il y a quand même beaucoup de dossiers. Après, bien évidemment, pour nous, l'objectif, c'est de faire 1 à 2 dossiers par an, ce qui, du coup, est relativement plus concentré que ce que font les fonds de private equity mainstream. Mais la raison de ça, c'est qu'on est dans un segment de marché sur lequel il faut vraiment se donner les moyens de pouvoir passer du temps, de pouvoir être extrêmement actif, de pouvoir dédier des ressources avec intensité. Voilà. On vous souhaite avoir un maximum de dossiers, évidemment, et de beaux dossiers. Alors, on en a un petit peu parlé pendant cette introduction. Est-ce que la fin du Whatever It Takes, la fin programmée, même si on est dans une année un peu particulière en France, est-ce que ça va être un vrai trigger pour le retour du restructuring en France, ou en tout cas des gros volumes de restructuring et de faillite ? Ou est-ce que finalement, comme vous l'avez évoqué à l'instant, les boîtes se sont finalement bien préparées et ont-elles été assez accompagnées ? Et est-ce qu'on rattrapera jamais finalement ce retard qu'on a pris, ou est-ce que ça va être un vrai trigger et un retour, un tsunami de faillite comme certains l'annoncent ?
C'est une question ouverte. Théophile, peut-être pour commencer. Effectivement, donc je l'évoquais rapidement. Je pense que le problème, il va être plus sur le long terme. Alors, on entend tout. Il faut être très humble sur les prévisions. C'est vrai que maintenant, tout le monde dit septembre 2022, la fin des présidentielles et donc la fin des aides. Globalement, les aides au sens large, elles ont quand même largement pris fin. Alors, en tout cas, sur l'économie générale, il y a des secteurs ciblés, c'est clair, qui continuent à être subventionnés / aidés. On a quand même des dispositifs très importants qui viennent d'être entrés en vigueur. Je parlais du dispositif de subvention sur les loyers, qui est quand même très poussif. Alors le comprendre, c'est très compliqué, mais en tout cas, c'est quand même une aide très forte sur les loyers 2021. Mais du coup, l'aide, pour moi, au sens large, elle a pris fin. Et pourtant, on voit bien qu'il n'y a pas la vague qui a été annoncée depuis maintenant, en tout cas qui avait été annoncée en 2020. Je pense que, parce que les problématiques, elles vont se faire sur le long terme, et tout va dépendre de la réaction des dirigeants pour anticiper ces difficultés. Il y a, ce que j'évoquais, plein de secteurs qui impliquent des besoins d'investissement très importants. Le risque, il vient du fait, je pense, que les flux soient captés pour rembourser la dette alors qu'il y a un manque d'investissement. Et ça, c'est une vraie problématique, alors qu'il y a plein de secteurs qui sont en transition. On pense au B2C qui a été très affecté par le Covid. Et pourtant, on voit bien que les habitudes de consommation, elles ont largement évolué et qu'il faut investir dans la digitalisation et dans tous ces secteurs-là. Et pourtant, il y a une dette très importante qui a été constituée par le Covid. Donc, je pense que la problématique, elle va se faire quand même assez lentement sur le long terme, même s'il y a un trigger quand même qu'on peut identifier, qui est le remboursement des PGE 2022 et l'attitude des pouvoirs publics que j'évoquais en termes de recouvrement. Mais ça, sinon, donc ça, il va falloir le traiter, je pense, avec ces procédures amiables. Ces outils qui ont été, en tout cas, il y a une vraie impulsion du législateur sur la création de nouveaux outils. Fabienne parlait de la procédure de traitement de sortie de crise pour les petits dossiers. Mais bon, on a eu plein d'ordonnances Covid qui sont venues là pour soutenir et encourager les dirigeants dans ces négociations. Je ne veux pas faire promouvoir, comme on l'entend, les procédures amiables et faire l'AGI qui dit « venez nous voir », mais c'est clair que je pense qu'il y a les outils pour anticiper et pour éviter une grosse vague de judiciaire. Mais effectivement, pour ça, il faut utiliser ces outils, négocier et surtout préserver les capacités d'investissement des entreprises. Mais je prends un tout petit dernier exemple qui m'a marqué. On parle du retail qu'il faut restructurer. Je pense aussi à la restauration. C'est un secteur qui a été très impacté, avec des loyers très importants, et pourtant c'est un secteur qui doit se renouveler. Aujourd'hui, pour aller sur Deliveroo, je pense que pour être attractif pour le consommateur, il y a toute une nouvelle stratégie. Et moi, j'ai un dossier en tête de Dark Kitchen, où j'ai des acteurs sérieux de la restauration qui regardent pour investir, pour accélérer la digitalisation, et pourtant, il y en a 2 sur 3 qui ne peuvent pas investir parce qu'ils sont bloqués par le PGE, parce qu'il y a des obligations dans les PGE, ils peuvent tout simplement pas acheter de nouvelles cibles. Donc ça, c'est une vraie problématique à long terme. Si les secteurs ne peuvent pas investir et se digitaliser, sur le long terme, on aura des difficultés. Donc il faut anticiper, mais on a les outils pour ça. Il faut qu'ils se renforcent en fonds propres. Et effectivement, lever des fonds. Pardon, Amélie. C'est la solution. Il n'y a plus qu'à amener le client. Je crois que l'équipe est là. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que Théophile vient de dire. Je ne m'attends pas du tout à un tsunami de faillite dans les 12-18 mois à venir. Je pense que les entreprises françaises ont été extrêmement aidées. Les pouvoirs publics feront en sorte qu'il y ait une sorte de soft landing, comme disent les Anglais, donc un atterrissage en douceur. Et donc c'est plutôt, je pense, à des gens comme nous, en fait, de faire en sorte d'aller voir ces entreprises, de les pousser quelque part à se dynamiser, d'apporter des solutions, de montrer qu'il faut aller de l'avant, notamment effectivement pour pouvoir faire des investissements. C'est la clé. On parle de digital, d'innovation, de pouvoir faire des acquisitions. Donc c'est un bon moment pour faire des acquisitions pour toutes ces entreprises. Et donc c'est à tout l'écosystème d'aller les voir et de stimuler en fait l'appétit et les bonnes idées. Parce que sinon les choses ne se feront pas naturellement et on va avoir une sorte d'atterrissage en douceur où finalement il n'y aura pas d'effet extrêmement violent ou abrupt, je pense. Fabienne.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, on se rend compte quand même que le Covid, en plus d'être complètement disruptif, a effectivement accéléré toutes les tendances qui étaient l'investissement sur la digitalisation, la relocalisation de la supply chain, etc. Donc, en fait, les entreprises qui sont aujourd'hui, pour certaines, assises sur un coussin de trésorerie, certaines ont d'ailleurs décidé de rembourser un PGE qui n'était pas indispensable. Donc, restent celles qui vont devoir traiter de façon un peu globale leur bilan, qui reste. Enfin, on est dans un monde où aujourd'hui, effectivement, ils sont très leveragés, mais avec une liquidité extrêmement attractive. C'est complètement l'inverse de ce qu'on a vécu en 2008-2009, où on était en pleine crise de liquidité. Donc aujourd'hui, le challenge de demain, c'est de ne pas être en crise de solvabilité. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que si on ne trouve pas les moyens de restructurer son bilan sur on va dire qu'on a un traitement de sortie de crise qui a été évalué à 2 ans par le gouvernement. Donc on va se dire que c'est entre les 2 et 4 ans qu'il va falloir être créatif au sein des entreprises pour trouver des solutions qui vont passer par des rapprochements, parfois avec des compétiteurs, des cessions d'actifs non stratégiques ou au contraire des rachats d'actifs stratégiques. On le voit de plus en plus. On a fait pas mal de distress M&A déjà cette année. Moi, j'ai un grand retour des investisseurs américains aussi sur le marché qui sont intéressés par des cibles. Alors ça peut être des cibles même industrielles. Les fonds de private equity classiques qui déjà étaient sur des secteurs très résilients avant le Covid, aujourd'hui sont à fond sur la tech, le healthcare, etc. Donc il y aura forcément de la place pour Amélie, c'est évident. Et on a des outils qui ne sont pas forcément encore très bien utilisés. Je sais qu'on va parler de la procédure, de la réforme de l'insolvency au niveau européen un peu plus tard. Mais on a par exemple le prêt-accession qui a été pas mal utilisé pendant la crise de Covid par des dirigeants actionnaires pour reprendre un certain nombre d'actifs en difficulté. Mais ça reste, je trouve, moi, un outil pertinent qui n'est pas encore tellement utilisé depuis sa création. Voilà, donc je pense qu'il y en a pas mal d'opportunités dans les prochaines années. Juste un tout petit point, je repensais à ça, ce qui me fait me dire que quand même, il n'y aura pas de vague. C'est qu'on l'expliquait, les pouvoirs publics ont un rôle très important, alors à travers les aides qui ont pris fin, mais à travers le traitement du passif public. Je ne veux pas parler que de ça, mais j'ai un exemple qui me revient en tête et qui est parlant. Avant le Covid, franchement, obtenir un rééchelonnement du passif public sur 24-36 mois, il fallait quand même aller à la CCSF négocier, sauf pour les dossiers plus importants qui sont au CIRI. Aujourd'hui, j'ai un cas typique où j'ai la CCSF qui me demande une caution pour 24 mois et en direct l'URSSAF qui propose à la boîte un accord sur 30 mois rééchelonné comme ça, assez facilement. Et donc on voit bien que si les pouvoirs publics et les PGE, on a les outils et les pouvoirs publics coopèrent sur le traitement de la dette publique, franchement c'est quelque chose qui à mon sens va se faire. Évidemment, il y aura une accélération à partir de 2022 parce qu'il y a des échéances et il faut bien le traiter. Mais à mon sens, ça va plus se faire sur le moyen-long terme plutôt qu'une vraie vague. Et ça, je pense que c'est un élément assez sensible au passif public. Et on le voit bien, l'État est quand même assez au soutien là-dessus, quoi. Et alors, on a tous en tête un truc qui s'appelle Omicron. Voilà, et je vous remercie de bien porter les masques. Et c'est évidemment tout au long de la journée, dans le public et dans les lieux d'échange, une nécessité et une obligation. Mais bon, là, on est en année d'élection. Whatever it takes, c'est quand même un truc qui est quand même bien ancré dans l'esprit des Français maintenant. Si on se rend compte que c'est effectivement explosif, on n'ira peut-être pas vers un confinement pour plein de raisons, parce qu'on est encore une fois dans une année particulière. Par contre, fermeture des frontières, couvre-feu, on va dire remise entre parenthèses de l'économie, et donc du coup nécessité de soutenir encore plus. C'est quelque chose si ça se passe, si on va dans ce scénario-là, pour vous, ça va se passer comment parce que évidemment, aujourd'hui, beaucoup de patrons et de patronnes se posent la question. Bonne chance. Non, mais c'est que de la boule de cristal. C'est que de la boule de cristal. Mais voilà, comment vous voyez les choses de ce côté-là? Ouh là là, c'est difficile de faire de la politique fiction. En revanche, alors nous, ce qu'on voit sur les entreprises qu'on regarde actuellement, et c'est vraiment un point commun qui revient systématiquement, c'est une grosse difficulté d'approvisionnement sur les matières premières.
Donc ça, aujourd'hui, c'est déjà là. Et ça impacte bien évidemment le prix, le coût d'approvisionnement des matières premières, mais également, pour un certain nombre de ces entreprises, juste, elles ne réussissent plus à obtenir les matières premières dont elles ont besoin en fait, pour pouvoir produire. Et donc ça crée des ruptures de charge dans les usines qui, du coup, ça fait le double effet qui se coule. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Je pense qu'il va mettre quand même du temps pour que les choses se régulent et se fluidifient. Et effectivement, si avec Omicron et puis il y a encore toute la suite de l'alphabet grec, on en a encore plein d'autres derrière. Surtout que on a commencé les majuscules et les minuscules maintenant. Donc malheureusement, mais bon, donc si ça venait continuer à perdurer, de perturber en fait la fluidité au niveau des transports et de la capacité d'approvisionnement, ça risque d'être pour le coup un vrai problème, je pense. Ouais, et petit point en supplément, c'est vrai que Mathieu t'évoquait l'attitude des patrons dans cette situation. Je pense qu'il y a effectivement un ras-le-bol quand on voit les maths et on voit le niveau de la dette avant Covid, le niveau de la dette après Covid, surtout dans les entreprises familiales. Forcément, la réaction des patrons, c'est de dire j'ai perdu de la valeur et c'est pas de ma faute, quoi. Et je devais transmettre l'entreprise à mes enfants et aujourd'hui, quand je fais actif moins passif, concrètement, il reste plus grand-chose à transmettre. Et donc, ce que je perçois et ce qu'on a commencé à percevoir, effectivement, c'est une forme un peu de justice privée quand même qui se crée. Je pense au loyer, je pense au passif public. Désolé de revenir avec mes sujets, mais c'est quand même des sujets de terrain qu'on voit souvent. Et on les comprend, de boîtes qui se mettent tout simplement à plus vouloir payer pour négocier. Et d'un autre côté, des bailleurs qui disent vous êtes gentil, mais moi je suis aussi en difficulté. Donc il va falloir mettre tout le monde autour de la table pour qu'il y ait un intérêt qui se crée et résoudre ces situations. Parce que moi, ma crainte avec une troisième vague, c'est qu'effectivement, on empire cette situation qui est juridiquement clairement pas bordée, où on a un amas de dettes d'exploitation générées qui se crée et tout simplement la valeur qui s'effrite pour ces boîtes-là. Et on sait à quel point le fait de maintenir le capital d'une entreprise familiale peut être crucial dans ces stratégies pour préserver la valeur et préserver la valeur et la continuité de la boîte. Donc ça, c'est quand même une crainte que j'ai sur un troisième confinement, c'est ce côté justice privée qui s'empire. Oui, sur certains secteurs, on va parler tout ce qui est tourisme, résidence, vacances, c'est létal, faut le dire comme c'est. On a des dossiers en cours, on est en train de sortir des solutions et on en parlait encore hier entre conseils sur ces mêmes dossiers. C'est pas le même deal, donc voilà. Après, sur tout ce qui est justice privée, je reviens là-dessus. Moi, j'ai vu apparaître aussi des dossiers que j'avais pas vus avant, où on a des petites boîtes qui sont prestataires ou sous-traitants qui se mettent en procédure amiable et qui viennent voir leurs donneurs d'ordre qui sont beaucoup plus gros. Pour leur expliquer que leur contrat, c'est un peu de la survie, mais c'est pour leur expliquer que le contrat est déséquilibré ou qu'ils sont dans une situation de position dominante ou et demandent donc à travers le mandat, en menaçant d'un contentieux, puisqu'ils ont aussi le moyen de passer par un contentieux contractuel, demandent à leurs donneurs d'ordre finalement de les racheter, parce que sinon ils vont soit faire un contentieux qu'ils ne peuvent pas financer, ou a priori ils vont déposer le bilan. Donc c'est des situations qu'on n'avait pas forcément avant et qui sont effectivement un peu un acte de dernière survie de la part de la petite entreprise pour essayer de se faire racheter avant de déposer le bilan. Donc on en aura forcément beaucoup plus encore si on a affaire à un troisième confinement, ce genre de mesures. Effectivement, les entreprises étant le premier financeur en France, avec les créances clients et ainsi de suite, ça risque de ne pas s'améliorer de ce côté-là. Vous avez parlé rapidement des family business, c'est justement notre prochain chapitre dans cette conférence. Comment ont vécu les familles qui sont donc déjà à la manœuvre, qui ont déjà un rôle peut-être différent vis-à-vis de leurs actifs, une vision évidemment peut-être un petit peu plus long terme. Pour autant, la crise s'applique à tout le monde.
et peut-être qu'on est aussi peut-être un peu plus esselé dans un family business. Comment vous avez vu les familles survivre, s'entretenir, se soutenir peut-être dans cette période? Alors ça, c'est un point que je trouve extrêmement marquant, qui est qu'on a aujourd'hui effectivement une pondération, un poids extrêmement fort de tous les sujets business familiaux dans notre deal flow. Et si je compare par rapport à avant, c'était à peu près les business familiaux, on va dire 25% du deal flow. Aujourd'hui, on est bien à 40% du deal flow. Et la raison de ça, c'est, je pense qu'il y en a deux. Il y en a une qui est assez structurelle, qui est que on a tous les entrepreneurs qui ont créé leur entreprise dans les années 80, qui aujourd'hui, du coup, arrivent dans leur soixantaine, 65, 70, parfois plus pour certains d'entre eux. Et on a un autre effet qui est directement lié au Covid, qui est que, ce que tu racontais tout à l'heure, c'est que ces gens-là, ils se sont retrouvés dans des périodes extrêmement difficiles. Souvent, ils sont seuls, en fait, pour se battre dans ce type de situation. Donc ça, c'est l'isolement du chef d'entreprise familial qui ne s'est pas forcément toujours très bien entouré. Et en fait, ce qui nous marque, c'est qu'ils sortent littéralement épuisés, en fait, de cette période de Covid. De tous ces confinements et face à cet épuisement, ils se disent je ne suis pas forcément prêt à me reprojeter pour 10 ans de plus dans un monde qui change de plus en plus vite, dans un monde où il va falloir se digitaliser, où il va falloir trouver des relais de croissance, réfléchir différemment, où il y a des ruptures qui arrivent de plus en plus rapidement. Et du coup, ils cherchent en fait des solutions et à transmettre leur entreprise à des gens comme nous, qui sommes en capacité d'apporter des solutions pérennes de gouvernance et des solutions pour réinventer et redynamiser l'entreprise. Comment allez-vous vers elles et eux qui sont des patrons de boîtes familiales qui, par principe, sont des entreprises plus difficiles à entrer en termes de network par rapport à une société peut-être cotée, déjà beaucoup plus visible, beaucoup plus facile à comprendre. Bon, c'est le sujet du private equity de toute façon, mais les family business, comment vous les adressez, comment vous leur dites que vous pouvez les aider? Alors, ils sont beaucoup plus ouverts en ce moment, pour les raisons que je viens d'indiquer. Et puis ensuite, ça se fait vraiment beaucoup par contact, réseau personnel, en fait, d'avoir un intermédiaire de confiance que connaît bien et en qui a confiance le chef d'entreprise, qui va pouvoir du coup nous introduire en confiance auprès de l'entrepreneur familial. Un petit complément, effectivement, sur les entreprises familiales, c'est compliqué de faire des grandes tendances, parce qu'on a toujours quelques cas en tête, et c'est pas forcément représentatif. Mais ce que je perçois aussi, c'est que globalement, il y a les maths, on voit que le montant de la dette va être compliqué à refinancer, et donc les entreprises familiales, et ça ne m'étonne pas qu'Amélie ait plus de dossiers qui viennent, je pense que le tabou de l'ouverture au capital est tombé aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément le bon moment, parce que y a l'incertitude, il y a les valeurs d'actifs qui font que même s'il y a beaucoup de liquidités, aller ouvrir son capital en ce moment sur des secteurs impactés, c'est pas forcément la bonne solution. Mais il y a une certaine clairvoyance là-dessus des entrepreneurs familiaux qui sont clairs sur le fait que l'entreprise, elle veut être transmise, il y a des compétences. D'ailleurs, les compétences, elles ont été mises à profit pour traiter des sujets très opérationnels. On voit qu'il y a la succession qui a sa place sur des sujets très spécifiques, mais à horizon 2-3 ans, il va falloir ouvrir le capital, soit pour faire une nouvelle propale aux créanciers, pour alléger la dette, mais en tout cas, il y a un tabou qui est tombé là-dessus, et donc ça se prépare, et je suis assez du coup conforté par les chiffres et les dossiers qui sont annoncés par Amélie. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose, et qu'il y ait des fonds qui soient là pour structurer une solution et venir apporter des nouveaux fonds propres pour accompagner une transition, pas pour l'évincer. Je pense que c'est une bonne chose et qu'il faut anticiper aussi aujourd'hui. Ouais, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est vrai que c'est des entreprises qui effectivement sont difficiles à manier. Alors le point positif, c'est que très souvent, ils ont une culture d'entreprise très forte qui est incarnée par la famille fondatrice ou le fondateur ou le patriarche, ou comment on veut l'appeler. Et ce qui est compliqué pour effectivement des actionnaires
rentrants ou des repreneurs à la barre, parce qu'on a aussi des sociétés familiales qui déposent le bilan, c'est que souvent, la culture d'entreprise étant l'ADN de la boîte, ça passe forcément par l'adhésion, parce que c'est des entreprises qui sont quand même plus résistantes au changement et notamment au changement violent que pourraient initier effectivement des tiers parties entrantes. Donc voilà, je pense que c'est des choses que par exemple Amélie a dû beaucoup expérimenter, et effectivement ça passe forcément par l'adhésion, à mon sens. Ça, c'est effectivement absolument critique, nous, dans notre vision du sujet, et c'est pour ça que pendant toute la phase, on va dire, où on se renifle, on apprend à se connaître, et puis ensuite la phase de due diligence concrète, nous, on a tout un module autour du capital humain, qui doit nous permettre justement de bien comprendre, de bien rentrer, de bien appréhender cette culture d'entreprise pour pouvoir ensuite apporter la meilleure solution de transition, de succession, pour que ça se passe en douceur. Et effectivement, typiquement entre Bouygues et Orange, pour prendre deux exemples, c'est pas la même culture d'entreprise. Donc on ne va pas adresser ces deux entreprises de la même manière quand on est un actionnaire entrant qui vise à mettre en place une succession et une transition. Donc nous, clairement, c'est quelque chose sur lequel on a un point de focus extrêmement important. L'autre point important dans notre approche, c'est qu'on est absolument convaincu que dans notre rôle de fonds de private equity et d'actionnaire majoritaire, on a vocation à ne pas apporter uniquement de l'argent. Alors, l'argent, c'est important, ça permet de financer des investissements, mais on est aussi là pour apporter d'autres choses, une contribution stratégique, d'être vraiment un sparring partner de l'équipe de management. Et pour pouvoir faire ça, on a mis en place en fait chez Aldébaran, on a une équipe qui est multidisciplinaire, et avec des gens qui viennent à la fois du monde de l'investissement, donc qui ont cette expérience, cette expertise, mais également des gens qui viennent du monde de l'opérationnel. Et on a une approche intégrée où on travaille tous ensemble sur tous les aspects et le cycle d'investissement. Donc pas uniquement une fois que l'entreprise est acquise et qu'elle est en portefeuille, mais vraiment dès le début en fait, dès le sourcing des dossiers, et puis ensuite pendant la phase d'analyse et d'évaluation, et puis jusqu'à la sortie. Et ça nous permet, je pense, de mettre en place, d'avoir une proximité avec les équipes dirigeantes à qui on s'adresse, et puis une qualité de dialogue qui est beaucoup plus riche et pas uniquement sur de l'ingénierie financière. Et c'est ce qui vous permet peut-être, pour passer sur une deuxième source de deal que sont les carve-out, d'arriver à faire ce qui est le plus dur dans les carve-out, c'est de comprendre la complexité d'un deal qui s'annonce peut-être fort intéressant, mais derrière, il faut le sortir, il faut trouver un management, il faut insuffler de la vie, il faut débrancher les fils, les brancher ailleurs. Et ça, côté opérationnel, c'est extrêmement consommateur en termes de temps et de ressources. Tout à fait. Et ce qui est très important dans notre position, c'est de ne jamais surestimer ce qu'on est en capacité de faire. Donc d'être bien conscient de ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. On n'est pas des magiciens, on n'est pas les Harry Potter des situations spéciales. On aimerait bien, mais et par exemple, si je prends l'exemple du dossier Endel, donc le carve-out de Engie qu'on a regardé, qui in fine a été fait par un acheteur industriel, Altran. Le sujet, c'est d'avoir une bonne évaluation du dossier et des difficultés et de ce dont le dossier a besoin pour rebondir. Et ça, est-ce que c'est compatible avec les moyens et le timing, l'horizon d'un fonds d'investissement? Et c'est pas toujours le cas en fait. Parfois, juste, c'est trop dur. Et il faut avoir, dans ce cas, l'honnêteté intellectuelle de se dire c'est trop difficile. C'est pas pour nous, et du coup, peut-être qu'un industriel le fera beaucoup mieux que nous. Sur le sujet des carve-out également, du coup, comment est-ce que vous, Théophile et Fabienne, vous voyez le sujet? Il y a évidemment énormément de dossiers en cours, on en a vu, il y en a d'autres qui arrivent. Est-ce que vous intervenez sur ce type de dossier, que ce soit en amiable, très en amont pour les grands groupes, pour les accompagner sur les sessions d'actifs sous-performants? Alors franchement, moi, j'ai pas eu de dossier en tête typiquement lié au Covid sur des carve-out en matière amiable, en tout cas pour l'instant. Mais
mais c'est des sujets qu'on accompagne effectivement pour sécuriser des sessions dans le cadre de procédures de conciliation. On a vu quand même je dis ça, mais il y a des dossiers qui reviennent en tête après. Et on le sait qu'il y a des dossiers, on le sait. Ouais, c'est ça. Ils sont confidentiels, mais ils sont là. C'est ça. Non, mais pour sécuriser, ce qu'on voit souvent, effectivement, c'est nous, dans des situations complexes, des sessions qui se font effectivement en amiable, où on vient apporter en tant que conciliateur aussi la vérification que les conditions de pérennité de la session sont présentes, avec plein de sujets à traiter, des conditions de garantie sur le suivi de la session qui sont bien spécifiques et qui viennent apporter une vraie sécurisation pour le cédant dans ces situations complexes où la valeur aujourd'hui, elle est clairement négative et il y a un vrai sujet d'intérêt social et de sécurisation de la session qui vient être apporté en amiable, pas seulement avec un tampon du tribunal, heureusement, mais plutôt avec une approche très business et moyen terme de revue du BP, des fonds apportés par le cédant, par le cessionnaire, c'est selon, pour s'assurer qu'on est vraiment sur un projet qui tient la route, quoi. C'est plutôt ce que je vois sur les procédures amiables. Oui, non, on en a vu, assez confidentiel, effectivement. Mais on en a fait pas mal, plus pour des industriels d'ailleurs, hein, pour sortir des actifs qui étaient non-core d'un autre gros groupe, notamment. Ça, on a fait pas mal. C'est vrai que je rejoins un peu ce qui vient d'être dit. Il y a quand même une problématique de BP, c'est la problématique qui est la plus importante. Hein, donc, c'est que ce soit un prix négatif ou essayer de comprendre quels sont les accords de transition qu'il va falloir faire perdurer pour pas débrancher la centrale d'achat ou l'IP ou voilà ce genre de choses, sachant que derrière il y a probablement des négociations sociales à entamer aussi. Donc c'est un process qui est très long en amont, c'est-à-dire en termes de due diligence, parce qu'il ne faut pas se planter. Et puis il est très long derrière aussi. Donc voilà, il y en a, toutes ne se sont pas faites sous l'égide de procédures amiables pour des raisons de confidentialité, ce qui est assez dommage en réalité, parce que ça, y a quand même une sécurisation de l'opération et puis un contrôle de la viabilité par le tribunal. Hein, voilà, donc c'est souvent long, je trouve. C'est souvent long, mais c'est quand même plus... c'est quand même des discussions qui sont une confrontation de BP, donc c'est quand même très intéressant d'un point de vue opérationnel. Je pense par exemple à l'inverse aux restructurations financières, où on passe aussi un temps infini à discuter de la restructuration de la dette. Et puis, comme le timing est déjà très long, la plupart du temps, effectivement, les créanciers, quand on fait par exemple des lenders led, ils achètent, comme on dit vulgairement, le bébé du management. Et puis une fois qu'ils ont les clés, ils le refont derrière. Donc ça prend... on a passé 1 an sur la restructuration financière. Et derrière, ils vont prendre 1 an à essayer de comprendre le retournement opérationnel qui s'impose. Donc voilà, en ça, le carve-out est quand même beaucoup plus efficace qu'il soit fait avec un industriel ou avec un fonds, je dirais, en termes de timing. Et justement, peut-être, puisque nous arrivons dans les dernières minutes, on avait évoqué la directive européenne, l'impact que ça va avoir. On parle de restructuration financière. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de deals dans lesquels effectivement les conseils se saisir, notamment pour des moves visibles et dynamiques dans certains deals pour sortir peut-être actionnaires ou créanciers. Fabienne, est-ce que le monde du restructuring va changer avec la transposition de cette directive? Comment? Pourquoi? Et puis évidemment avec Théophile et Amélie derrière. Oui, ça va forcément changer. D'abord, voilà, le but de la directive, c'était quand même de permettre la fluidité des capitaux et de l'harmonisation des procédures européennes. Alors, c'est vrai qu'en France, on avait de la chance, puisque tous les États devaient se doter d'une procédure préventive, et donc, non, on en a 2 qui fonctionnent très, très bien. Donc, voilà. Après, effectivement, on avait un manque de prévisibilité, je dirais, de la procédure collective, puisqu'en fait, la façon dont les négociations en procédure collective étaient organisées, c'était des comités où, effectivement, on tenait compte de la qualité fournisseur, créancier, bancaire ou financier et obligataire.
mais pas de l'intérêt économique sous-jacent ni des rentes de subordination. C'était pas très très bien organisé. Et puis on avait effectivement finalement des vétos qui soient actifs ou passifs par rapport à un plan qui aurait pu être voté par des seniors, par exemple, qui pouvaient se faire retoquer parce qu'il n'était pas approuvé par des obligataires qui étaient pourtant subordonnés, ou les cas extrêmes devaient passer par une AG d'actionnaires qui, alors que le plan avait été même adopté par le tribunal, était en capacité de bloquer le plan. Donc aujourd'hui, on va se retrouver dans un équilibre de négociation où en fait chaque intérêt économique est réparti normalement en classes de créanciers qui partagent un intérêt commun qui est objectivement vérifiable. Et puis on va avoir des rangs de subordination qui vont vraiment s'appliquer, et des détenteurs de capitaux qui vont devoir voter simultanément aux autres créanciers. Donc on aura une prévisibilité un peu plus forte. Et puis aussi, on va avoir une transposition de notions qui sont américaines, qui sont les notions du meilleur intérêt de créancier ou de la règle de la priorité absolue. En réalité, donc le plan va logiquement, la logique, c'est qu'il n'y ait pas de transfert de valeur à des créanciers juniors. Donc en réalité, celui qui conteste le plan doit pouvoir démontrer qu'il serait mieux traité dans une liquidation ou dans le cadre d'un plan de cession. Donc ce qu'on voit, c'est que la loi, elle est dense, elle est assez compliquée. Ce qu'on voit, c'est que ça impacte déjà nos procédures amiables, puisqu'en réalité, les leviers de négociation aujourd'hui de certains créanciers, c'est de nous dire « vous n'oseriez pas me proposer ce plan-là si vous passiez en sauvegarde accélérée ou en sauvegarde ». Donc on est obligé quand même de simuler finalement ce que donneraient les classes et ce que donnerait un plan si il bloque jusqu'au bout et qu'on est obligé d'aller en sauvegarde. Donc ça impacte déjà. Ensuite, ça va probablement impacter aussi la qualité de sûreté que vont prendre les investisseurs, puisqu'aujourd'hui on voit quand même que la sûreté réelle ou la fiducie, ça je laisserai Théophile en parler, sont devenues des sûretés reines. Donc est-ce que ça va également modifier les conventions, les conventions de subordination? Est-ce qu'on va devoir réfléchir en amont à ce que pourrait donner la constitution de classe quand on est juste dans un deal plain vanilla où on est en train de faire une opération de LBO classique? En tout cas, il y a quand même un certain point de vigilance qui commence à nous remonter, même des fonds de PI classiques qui commencent à se poser des questions effectivement par rapport à la transposition dans leur documentation de la nouvelle loi. Effectivement, Mathieu, je vois que tu es assez impatient sur des nouveaux dossiers de classe, mais je pense que le sujet il commence à être imprégné. Moi, j'ai en tête d'ailleurs deux dossiers, parce que la directive est rentrée en vigueur le 1er octobre. Deux boîtes qui sont venues nous voir un peu avant en disant vite, il faut ouvrir une sauvegarde parce qu'on a peur que nous soit appliqué le nouveau régime. Et finalement, la question qui vient, de l'actionnaire en l'occurrence, est-ce que c'est en notre faveur ou pas? Et franchement, aujourd'hui, c'est compliqué d'y répondre parce que c'est vrai que c'est relativement complexe. Un sujet quand même, effectivement, je pense que dans toutes les discussions amiables, ça commence à rentrer dans la tête de tout le monde. Je rejoins complètement Fabienne, avec un focus beaucoup plus, en tout cas rapide, sur qui est dans la valeur, la qualité des sûretés, la valeur des actifs. C'est des questions qui viennent très tôt dans les procédures amiables et je pense que c'est vraiment lié aux classes. Donc ça offre effectivement de ce point de vue-là, je pense, plus de prévisibilité sur ce qui peut se passer après, sur les rapports de force. Et ça, c'est une des premières conséquences des classes. Donc il y a des stratégies qui commencent à être mises en œuvre. Il n'y a pas, à ma connaissance, effectivement, de dossier de classe en tant que tel. Mais ça va arriver et effectivement, la question des sûretés est très importante là-dessus, avec des sûretés clairement qui sortent du lot. Là, on ne va pas déployer, ce n'est pas le sujet, mais c'est vrai que la fiducie, on a réitéré dans le cadre des classes le fait que la fiducie, en tout cas le créancier qui en bénéficiait, était hors classe. Donc c'est un vrai plus pour cette garantie, même s'il y a des garanties clairement qui restent très importantes. Je pense typiquement au nantissement de fonds de commerce. La question de la valeur des fonds arrive vite sur la table parce que c'est une vraie force pour le créancier qui en bénéficie. Donc c'est assez passionnant, franchement, en tout cas cette période-là. Et ça vient directement impliquer les stratégies amiables. Donc je pense que c'est un peu comme la SFA.
il ne va pas y avoir 50 000 dossiers, je Sauvegarde pense. financière accélérée. Oui, la sauvegarde financière accélérée. Je pense que l'impact, il vient dans le fait que il y a des conséquences directes sur les stratégies en amiable. Et le but de tout ça, c'est d'anticiper pour dealer plutôt que de se faire une procédure de classe. Donc les conséquences, elles sont directes, mais pas forcément comme on les voit de manière publique. Peut-être un mot de conclusion, mais en 10 secondes, parce qu'on nous fait signe derrière que c'est Ouais, terminé. non, mais juste, nous, on est ravis, on a beaucoup de chance d'être entourés d'experts qui sont en capacité de rendre les choses limpides et très claires. Donc, heureusement qu'ils sont là, hein, parce que c'est très compliqué. Je vous propose d'applaudir nos intervenants. Sans plus attendre, nous enchaînons, nous rentrons dans le sujet effectivement des restructurations financières, dans le cas notamment de LBO, dans des environnements complexes et avec visibilité amoindrie. Donc ça commence dans un instant.